Bonjour à tous et bienvenue dans notre magazine consacré au Moyen-Orient. Au programme cette semaine, l'Égypte avec le projet de constitution qui renforce encore un peu plus le pouvoir des militaires. On ira aussi en Israël où un projet du gouvernement prévoit de relocaliser quelques 40 000 bédouins dans des cités dortoirs. De violentes manifestations les ont opposés aux forces de l'ordre. Et Sainte-Sophie d'Istanbul redeviendra-t-elle un lieu de culte musulman? Le débat est relancé en Turquie par le pouvoir islamo-conservateur. Le pays est divisé. Je vous le disais en titre, le projet de nouvelle constitution en Égypte adopté par la commission constituante cristallise les tensions. Il renforce encore les prérogatives des militaires. L'un de ces articles donne notamment à l'armée le pouvoir de juger des civils. Pendant ce temps, dans les rues du Caire, 2000 étudiants se sont affrontés aux forces de l'ordre, place Tahrir. Nabia Makloufi, Anna Moro. Des tirs qui résonnent, un air saturé de gaz lacrymogène. Les forces de l'ordre tentent de disperser les partisans de l'ancien président. Rassemblés place Tahrir sans y avoir été autorisés, ils réclament la chute du régime militaire. Depuis la destitution de Mohamed Morsi en juillet dernier, l'armée tient les rênes du pays. Et la toute-puissante institution pourrait bien voir son pouvoir renforcé avec l'article 203 du projet de nouvelle constitution. Il autorise les tribunaux militaires à juger les civils ayant attaqué les soldats ou dégradé des biens de l'armée. La fin de ces procès était pourtant au cœur des revendications de la révolte de 2011 qui a chassé Hosni Moubarak du pouvoir. Autre victoire pour les militaires, le Conseil suprême des forces armées doit approuver la nomination du ministre de la Défense pour une durée de 8 ans. Et ni le Parlement ni le gouvernement n'auront le droit de regard sur le budget de l'armée, comme c'est déjà le cas depuis une quarantaine d'années. La loi fondamentale largement favorable aux militaires a été rédigée par 50 personnalités, toutes nommées par le gouvernement, lui-même dirigé par l'armée. Cette constitution est bénéfique pour le peuple, parce qu'elle établit clairement les obligations du gouvernement pour permettre la renaissance du peuple et lui restituer tous ses droits, toutes ses libertés et le respect. Mais le peuple doit aussi travailler et coopérer avec le gouvernement pour construire le pays. Le texte final doit être soumis à référendum dans quelques semaines, ce qui ne manquera pas de faire réagir aussi bien les mouvements libéraux et laïcs qu'islamistes. L'ONU tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur le sort des enfants syriens. Ils constituent la moitié des 2 200 000 réfugiés de la guerre en Syrie. Pour la plupart déscolarisés, confrontés à des conditions de vie très difficiles. Ils sont beaucoup à travailler pour aider leurs familles. Le Haut Commissariat aux réfugiés est allé filmer les images qui vont suivre. Le récit est signé Inès Olagaray. Un terrain poussiéreux, des gilets jaunes fluo et un ballon de football. Un petit moment de répit pour ces enfants syriens. Mais très vite, la vie du camp reprend. Pain sec, qui a du pain sec à me donner? Ici à Zatahari, la plupart des commerces emploient des enfants. C'est grâce à leur maigre salaire que près de la moitié des familles de réfugiés survivent dans le pays. Au-delà de la Jordanie, le scénario est le même. Amer a 16 ans, il a fui la Syrie pour rejoindre le Liban. Pour lui, plus d'école. Il travaille dans un garage de Beyrouth pour subvenir aux besoins de sa famille. On était devant la maison quand le missile est tombé. Mon père a été blessé, on a dû lui couper une jambe. Toute la maison a été détruite et mon père est allé en Jordanie pour se soigner. Alors je suis parti seul pour le Liban. Ils ont dit à mon père que ça allait prendre du temps pour qu'il aille mieux. J'ai fini par faire venir mes petites sœurs ici pour m'occuper d'elles. Ma mère est avec mon père en Jordanie. J'espère qu'on pourra vite les rejoindre. Plusieurs milliers de jeunes réfugiés vivent ainsi séparés de leurs parents. En tout, sur les 2 200 000 Syriens qui ont dû quitter leur pays, la moitié sont des enfants. Malgré les écoles improvisées dans les camps, comme ici en Jordanie, la plupart d'entre eux ne sont plus scolarisés. Vous voyez tous ces enfants derrière moi. Notre objectif principal est de s'assurer qu'ils ne deviennent pas une génération perdue. Et pour cela, nous devons les scolariser. Seulement un tiers des enfants réfugiés a l'opportunité d'aller à l'école. Beaucoup d'entre eux ont été gravement traumatisés par toutes ces violences. Ils ont besoin d'une assistance psychosociale et nous ne sommes pas capables de leur fournir les soins adaptés. Autre préoccupation du Haut Commissariat aux réfugiés, le sort de ces bébés nés en exil, qui, sans certificat de naissance, sont pour le moment apatrides.
Voilà, et sachez que pour la première fois, l'ONU avance des preuves de la responsabilité de Bachar el-Assad dans des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme appelle au lancement d'une enquête judiciaire, nationale ou internationale, pour juger tous les responsables des crimes en Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, près de 126 000 personnes sont mortes dans le conflit. On en parle peu, mais Israël compte toujours une communauté bédouine de près de 200 000 personnes. Samedi dernier, plusieurs centaines d'entre eux ont affronté les forces de l'ordre pour protester contre le plan Praveur, un projet gouvernemental qui vise à relocaliser 40 000 bédouins dans des villes dortoirs. Nous sommes dans le désert du Negev, dans le sud d'Israël. Au loin, les cités nouvelles construites par le gouvernement, et sous ces toits de tôle, les bédouins qui refusent de quitter leurs terres. Même s'ils se sont sédentarisés, ils sont encore près de 90 000 à vivre de l'élevage de chameaux et de moutons. Israël considère ces villages comme illégaux. Ils ne bénéficient donc d'aucun service public. Pas de route, pas d'eau courante, ni d'électricité ou d'école. Malgré ces conditions de vie vétustes, ces familles continuent de s'opposer au plan Praveur, un projet d'évacuation créé par le gouvernement israélien. Nous ne partirons pas. C'est chez nous ici. Cette terre nous appartient. Nous ne partirons pas, même si nous devons en mourir. J'ai 10 enfants. Où iront-ils? Là-bas, il n'y aura pas assez de place pour nous tous. On n'aura jamais autant d'espace qu'ici. Israël veut déplacer 40 000 bédouins et détruire leurs habitations. Une fois la loi votée, les familles auront un an pour en accepter les conditions. Sinon, elles perdront leur indemnité et leurs terres seront confisquées par l'État. Les opposants au plan Praveur crient au vol. Les autorités israéliennes, elles, affirment que ce projet a pour but de faire sortir les bédouins de la misère. Le niveau actuel de sous-développement de la communauté bédouine est simplement inacceptable. On parle d'un projet long de 5 ans qui permettrait d'investir massivement dans cette communauté, avec la mise en place d'un système de santé, d'un système d'éducation, ce qui permettrait en parallèle de renforcer la population bédouine. Après la création de l'État d'Israël en 1948, les Bédouins ont été contraints à la sédentarisation dans une zone fermée du désert du Negev. Dans les années 70, le gouvernement a commencé à construire ces villes dortoirs pour les reloger. Il existe 7 cités comme celle-ci. Seule la moitié de la population bédouine a accepté d'être déplacée jusqu'à aujourd'hui. Les parents de Khalil se sont installés dans cette cité en 1978. Il y vit aujourd'hui avec ses 2 épouses et ses 6 enfants. J'ai vraiment l'impression d'avoir trahi le mode de vie traditionnel. Nous, les Bédouins, nous commençons peu à peu à abandonner notre héritage et à adopter un mode de vie moderne. Ça nous fait oublier les valeurs importantes de notre culture. Les Bédouins manifestent régulièrement contre ces déplacements imposés par le gouvernement. En 2012, les Nations Unies et le Parlement européen ont tous deux demandé à Israël de retirer le plan Praveur et de protéger la communauté bédouine. Sainte-Sophie d'Istanbul sera-t-elle bientôt à nouveau une mosquée? C'est en tout cas le souhait de plusieurs associations islamistes turques qui font pression pour que ce symbole de la Turquie redevienne un lieu de culte musulman. D'abord basilique, puis mosquée, elle est depuis 1934 un musée. Le pouvoir islamo-conservateur relance aujourd'hui la polémique. Clovis Casali. Lieu incontournable d'Istanbul, l'Hagia Sophia. Ce musée est d'ailleurs le monument le plus visité de la capitale turque. Construite au VIe siècle, Sainte-Sophie est à l'origine une église avant d'être plus tard transformée en mosquée. Mais en 1934, le père de la nation et fervent laïc Mustafa Kemal Atatürk en fait un musée. Aujourd'hui, le gouvernement islamo-conservateur envisage de la rendre aux fidèles. Les associations islamistes sont ravies, elles qui considèrent l'édifice comme le symbole de la conquête de Constantinople par les Ottomans. C'était au XVe siècle. Le cadastre spécifie qu'Hagia Sophia est une mosquée du livre sacré qui abrite des sépultures, des espaces publics, un lieu de prière et de recueillement, une mosquée de théologie donc. Si on se réfère à ce cadastre, Hagia Sophia est bien une mosquée. La petite communauté chrétienne orthodoxe d'Istanbul joue, elle, la carte de l'apaisement, à l'image du patron du seul quotidien grec de Turquie. Il estime que la meilleure solution est le statu quo. Pour le bien des relations entre les deux communautés, il est préférable que cet édifice reste un symbole de cette cohabitation.
Avec plus de 3000 mosquées, Istanbul ne manque pas de lieux de culte musulmans. Mais si Sainte-Sophie redevenait une mosquée, le symbole serait fort. La visite serait gratuite et possible en dehors des heures de prière. Des arguments qui ne semblent pas convaincre les touristes qui affluent dans le quartier historique de Sultanahmet. Sainte-Sophie a été construite il y a plus d'1 millier d'années et a été une église. Je préfère que ça reste un musée, c'est mieux. On a déjà la mosquée bleue. En fait, je suis musulman et je pense que c'est mieux que ça reste un musée. À quelques mois des élections municipales puis présidentielles, Sainte-Sophie est devenue un enjeu politique. En perte de vitesse, le gouvernement islamo-conservateur souhaiterait récupérer des voix du côté des musulmans ultra-conservateurs selon certains experts. C'est d'ailleurs un peu pour cela que l'on veut que Sainte-Sophie devienne une mosquée, parce que ce sera un autre coup à la laïcité turque. Ces derniers mois, 2 musées sont redevenus des mosquées en Turquie. Sainte-Sophie d'Istanbul pourrait être la 3e. Voilà, c'est tout pour cette édition d'une semaine au Moyen-Orient. Vous pouvez retrouver cette émission et tous nos reportages sur notre site internet www.france24.com. Restez avec nous sur France 24.